Votre invité à présent, en direct sur Boursorama dans la grande interview, c'est François Asselin, le président de la CPME. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Geoffroy Roux de Bézieux nous dit ce matin, c'était sur BFM TV, qu'il est contre une obligation de télétravailler. Oui. Est-ce que c'est votre position Bien à sûr. vous aussi? Bien sûr, c'est la position de la CPME. On nous a interrogé, l'exécutif nous a interrogé la semaine dernière sur cette question. Donc si l'épidémie s'intensifie, vous ne voulez pas qu'on vous oblige à X jours de télétravail par semaine? Écoutez, on a quand même changé de situation dans le sens où même si la pandémie est toujours présente, et malheureusement, on a quand même entre-temps 90% de la population qui est vaccinée, près de 90%, 89% exactement. On a appris à mettre en place les gestes barrières, donc ce qu'il faut effectivement, c'est de se ressaisir sur le respect des mesures barrières, sur le pass sanitaire, et puis faire en sorte effectivement de laisser les employeurs, les entrepreneurs, libre arbitre de l'organisation de leur entreprise, avec ou sans télétravail, avec plus ou moins de doses de télétravail. Donc vous êtes contre, et ce serait donc une erreur si l'exécutif aujourd'hui vous le demandait? Oui, pourquoi? Parce que, vous savez, lorsqu'il a fallu mettre d'une façon obligée les Français au télétravail, d'abord, nous n'étions pas habitués à cette manière de travailler, donc ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, nous avons su nous organiser. Et puis le message que l'on envoie lorsqu'on oblige les gens à télétravailler, c'est parfois qu'il y a des pans de notre pays qui s'arrêtent, des pans entiers qui s'arrêtent. Et souvent, à cette question de télétravail obligatoire, la partie la plus réactive de notre pays, c'est la sphère publique, y compris la collectivité, y compris la fonction publique territoriale. Et on a besoin de tout le monde. Si on veut que la belle, on va dire, trajectoire de la reprise ne s'essouffle pas, il faut bien évidemment que les Français continuent à travailler. Donc ce sont aux entreprises de s'organiser, aux employeurs, alors je ne dis pas de décider seuls de l'organisation du travail. Oui, c'est ça. Alors je ne dis pas que lorsqu'on est en télétravail, on ne travaille pas, absolument pas. Vous avez des parties de l'entreprise qui peuvent très bien fonctionner en télétravail, mais fondamentalement, pourquoi vous êtes contre fondamentalement? On voit ça d'ailleurs en Belgique. En Belgique, télétravail obligatoire, 4 jours sur 5. La Belgique, c'est la Belgique, la France, c'est la France. 4 jours sur 5. Ça serait une erreur? Ça serait une erreur dans la mesure où vous avez... Parce que écoutez, c'est d'abord le signal que vous envoyez à l'ensemble des acteurs économiques, à l'ensemble des Français. Ça veut dire que c'est intrinsèquement, d'une façon subliminale, c'est rester chez vous. Voilà. Alors restez chez vous pour travailler, mais restez chez vous. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin collectivement de ce message. La pandémie, c'est une chose sérieuse, nous sommes tous d'accord. On a aujourd'hui des outils que nous n'avions pas par le passé, la vaccination, le premier des outils, le pass sanitaire, et puis les mesures barrières, bien évidemment, où il faut remonter d'un cran pour le respect de ces mesures. Donc Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui sera d'ailleurs avec nous sur ce plateau jeudi à midi, elle appelle les entreprises à se remobiliser justement sur ces gestes barrières. Mais elle a raison. Il y a eu du laisser-aller un petit peu, il y a eu du relâchement après... vous savez, regardez, observez comment nous vivons tous dans la vie de tous les jours, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Bien évidemment, on a senti qu'il y avait un certain relâchement et qu'on s'aperçoit que le vaccin ne résout pas tous les problèmes de la pandémie. Donc vous demandez aux chefs d'entreprise de se remobiliser. Il faut que nous soyons attentifs, bien évidemment. Sur le masque. Oui, parce que ne serait-ce que si dans l'entreprise, on le sait très bien, on développe un cluster, c'est quand même une catastrophe pour l'activité de l'entreprise. Donc oui, soyons là-dessus rigoureux. Bon. Et donc, sinon, quels efforts supplémentaires vous pourriez demander, encore une fois, aux entreprises, aux chefs d'entreprise, peut-être sur le télétravail, en termes d'efforts, sans que ce soit une contrainte imposée par l'exécutif? À partir du moment où on a commencé à être habitué à travailler avec des personnels qui, à partir de chez eux, continuent leur activité professionnelle, là où on peut, entre guillemets, améliorer les choses, s'il fallait le faire, c'est de voir comment on peut élargir la dose de télétravail. En clair, est-ce que l'organisation de mon entreprise peut se permettre de passer à 1, 2, voire 3 jours de télétravail? C'est au chef d'entreprise de répondre à cette question, avec bien sûr l'ensemble de ses collaborateurs, dans un dialogue social serein. Quand elles vous sondent, j'imagine c'est le cas, la ministre du Travail, il y a des échanges qui sont avec vous, avec le MEDEF, avec la CPME, et que vous lui dites, j'imagine que vous l'avez dit hors antenne, nous on est contre cette contrainte-là. Qu'est-ce qu'elle vous répond? Encore une fois, si la situation sanitaire se dégrade fortement. Mais vous savez, Elisabeth Borne est une femme pragmatique, et elle est comme tout à chacun, elle essaye de peser, entre guillemets, les avantages et les inconvénients. D'un côté, vous avez le ministère de la Santé, qui lui, bien évidemment, dit, pour éviter toute pandémie, voilà jusqu'où il faudrait aller, quitte, entre guillemets, à reconfiner le pays. On sait que ça, c'est très efficace, mais on sait très bien que dans l'autre balance, de l'autre côté, on sait très bien que si on pousse trop loin le curseur, on arrête le pays. Et le coût-bénéfice est loin d'être évident. Donc il faut toujours trouver ce subtil équilibre entre lutter contre la pandémie et faire en sorte que le pays continue à vivre.
Ouais, avec des contrôles de l'inspection du travail sur ce respect du protocole sanitaire qui qui vont s'intensifier selon la ministre. Vous dites pas de problème ? Écoutez, on connaît globalement quelles sont les mesures que nous devons appliquer dans les entreprises. Nous avons des protocoles nationaux qui ont été déclinés dans chaque filière professionnelle, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, dans le domaine de la construction, avec l'OPBETP, je suis bien placé pour en parler. Donc il faut reprendre ces protocoles, les revisiter, puis faire en sorte effectivement de remonter le niveau de vigilance. Ça vous effraie ce qu'on voit effectivement à l'étranger, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, l'Italie aussi qui durcit ses mesures sanitaires. Pays-Bas, c'est un confinement, non, c'est un couvre-feu aux Pays-Bas et un confinement pour le coup en Autriche, restrictions aussi en Allemagne. On va pas s'amuser ou jouer à se faire peur si vous voulez, mais ce qui nous interroge, c'est regarder un petit peu ce qu'on a vécu depuis 18 mois. On a eu un gouvernement qui globalement a soutenu d'une façon assez remarquable l'ensemble de l'économie. On est tout à fait conscient que le budget, c'est pas un puissant fond. Et donc si on devait se retrouver dans cette situation, quand vous avez déjà des entreprises qui sont très fragilisées, très endettées, on se demande si une louche supplémentaire de bonne marge au sortir de la crise, les marges d'entreprise, pas toutes, dans les chiffres macroéconomiques qu'on voit. Alors, vous avez raison de le signaler dans les chiffres macroéconomiques, mais vous savez, il y a beaucoup de petites entreprises, voire de très petites entreprises, en dessous de 750 000 € de chiffre d'affaires, ce sont des TPE, elles sont en dessous des écrans radars. Je peux vous dire que celles-ci, elles sont très fragiles. Et donc, il faut bien évidemment, moi quand j'entends cela, je me dis, si jamais l'économie s'arrête pour cette typologie d'entreprise, le redémarrage sera très franchement compliqué. En Italie, le patronat prône l'obligation vaccinale. Vous pourriez en faire de même ? Nous sommes rendus à 90% de la population vaccinée. Donc, 90% ? Oui, en France, oui. Primo-vaccinés, au total, 90% des actifs sont vaccinés en France. Ah, des actifs ? Oui, tout à fait. Donc, on a quand même un score qui est plutôt, on va dire, enviable de la part des autres pays. Donc, si on devait rajouter une obligation obligatoire de vaccin dans les entreprises, d'abord, ça poserait un problème tout simplement on n'a pas le droit d'avoir, le secret médical. Voilà, ça c'est réservé à tout à chacun. L'employeur ne peut pas s'immiscer dans la santé de son salarié, donc ça serait très compliqué. En attendant, vous savez, à partir du moment où on a une activité qui n'est pas en contact avec le public, je ne vois pas en quoi on devrait obliger les gens à se vacciner si c'est, entre guillemets, leur intérêt ou pas personnel. Alors, autre sujet, il y a ce sondage, je trouve intéressant, sondage Opinionway, réalisé auprès des chefs d'entreprise, qui montre que si l'élection avait lieu là, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui arrivera en tête avec 43%, suivi par Éric Zemmour, 16%, Xavier Bertrand, 14%. Et les patrons, ils votent Macron ? Les patrons, ils votent pour leur entreprise. Et puis la CPME, vous savez, quand un syndicaliste que je suis commence à faire de la politique, il arrête de faire du syndicalisme. Ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, aujourd'hui, on peut toujours faire de la politique fiction. Tous les candidats à l'élection présidentielle ne sont pas, entre guillemets, tous désignés, y compris le président de la République. Donc, ils ne sont pas vraiment tous en campagne. Donc, on verra peut-être cette question dans quelques temps, dans quelques mois. Toujours est-il que si on regarde les choses d'une façon tout à fait factuelle, au début du quinquennat, nous avons eu les ordonnances travail. Ce fut pour les entreprises une bonne nouvelle et nous avions 3 objectifs à atteindre pour la CPE. Nous les avons atteints à travers les ordonnances travail. Ensuite, il y a eu la loi Pacte. La loi Pacte, c'est pour nous, sur le champ économique, la première loi qui ne comportait pas de contraintes supplémentaires pour les PME. On l'a relu dans tous les sens, on était presque surpris de voir qu'il n'y avait pas de contraintes supplémentaires. Il y a eu la baisse d'impôt sur la société, la baisse d'impôt de production. Dans cette loi Pacte, on a cranté effectivement la trajectoire fiscale sur laquelle on n'est pas revenu. C'est-à-dire qu'on a eu enfin de la lisibilité. Alors, on pourrait toujours se dire, il faudrait aller un peu plus loin, et nous sommes d'accord, il faudrait aller un peu plus loin, parce que nous sommes encore en déséquilibre par rapport à la moyenne, au niveau de la pression fiscale sur les entreprises par rapport à la moyenne européenne, nous sommes tous d'accord. Au-delà de l'impôt sur les sociétés. Au-delà de l'impôt sur les sociétés, je fais allusion aux impôts de production. Mais il reste quand même un chantier énorme à couvrir, c'est toute la réforme de la sphère publique. Parce que le secteur marchand qui, lui, produit la richesse, il y a un fort déséquilibre entre la richesse produite par le secteur marchand et la sphère publique qu'il faut alimenter. Et tant qu'on ne fera pas de réforme sur la sphère publique, le secteur marchand aura toujours du mal à sortir de cette pression importante au niveau fiscal. François Asselin, est-ce que vous sentez une tension monter dans les entreprises sur la question des salaires, alors qu'il y a cette question du pouvoir d'achat qui revient en toile de fond, avec notamment cette inflation qui est importante? Alors, où en sommes-nous dans les entreprises, et particulièrement dans les PME?
Bon, ça fait déjà depuis une petite année où ça redémarre fort, très fort, et on est en recherche de compétences. Donc déjà, lorsque vous avez des compétences dans l'entreprise, si vous ne les avez pas augmentées depuis quelque temps, eh bien, vous risquez de vous les faire chipper par vos concurrents. Donc dans beaucoup d'entreprises, eh bien, les augmentations individuelles ont quand même été très importantes. Ça, c'est un constat. Ensuite, vous avez toujours ce manque de compétences, et lorsque vous devez recruter, si vous recrutez sur les bases qui étaient celles de 2019, vous n'allez pas recruter. Donc là aussi, eh bien, il faut ouvrir un peu plus le porte-monnaie pour recruter les compétences dont vous avez besoin. Et puis, vous avez les négociations, on va dire, de branches conventionnelles. Vous avez environ une cinquantaine de branches qui aujourd'hui négocient comme tous les ans. Elles négocient en fin d'année, pour le début d'année, pour sortir les nouvelles grilles de salaire. Alors effectivement, vous avez les partenaires sociaux qui aujourd'hui, eh bien, demandent beaucoup en termes d'augmentation de salaire. Ils demandent combien ? Alors ça dépend des branches. Si vous prenez le HCR, vous avez très bien vu comment se passait la négociation. Mais vous avez des branches professionnelles qui avaient les premiers niveaux de grille qui étaient en dessous du SMIC. Alors bien évidemment, dans un contexte comme celui-ci, où il y a une pénurie de main-d'œuvre, là, eh bien, les employeurs sont obligés de faire des efforts considérables pour rattraper cet effort de grille. Et c'est légitime de demander, encore une fois, une meilleure rétribution pour des souvent oui, des boulots qui sont pas c'est l'offre, c'est l'offre et la demande. Donc effectivement, ceux qui ont des compétences, eh bien, sont en position de force pour négocier avec leur employeur. Ceux qui ont les compétences. Voilà. Et puis, en revanche, même ceux qui n'ont pas de compétences, parce qu'on s'aperçoit que sur des emplois, on va dire, d'entrée dans la vie professionnelle, comme le service à la personne, eh bien là aussi, sans avoir beaucoup de compétences, on manque de main-d'œuvre. Donc le rapport de force aujourd'hui, il est plus en faveur des salariés ? En plus en faveur des salariés. C'est ainsi. La grande difficulté qu'ont certains employeurs dans certains secteurs, c'est que si vous n'arrivez pas à répercuter l'ensemble de ces hausses, que ce soit les salaires comme les marchandises ou matières premières, et que vous ne pouvez pas les répercuter sur vos prix de vente, eh bien là vous êtes dans un modèle économique qui est compliqué parce que c'est la marge qui est rognée. Bon. Et donc quand Geoffroy Roux de Bézieux dit que beaucoup d'entreprises vont augmenter les salaires début 2022, vous êtes sur la même ligne. Beaucoup d'entreprises ont déjà augmenté les salaires à titre individuel depuis 2021 et même encore. Et puis en 2022, eh bien, c'est une discussion. Et puis vous savez, l'ambiance générale eh bien, est effectivement à la demande d'augmentation du pouvoir d'achat. Bon voilà, merci en tout cas, merci d'avoir été avec nous. François Asselin, le président de la CPME, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.